Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons vous parler de la sociabilité jacobine sous la Révolution française. Tout d'abord, on parle de sociabilité pour faire référence aux liens et aux relations entre les différents membres, les différentes factions et avec les groupes extérieurs. Mais Morgane, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est le jacobinisme en fait? Le jacobinisme, c'est une doctrine politique, une idéologie développée et mise en application lors de la Révolution française qui défend la souveraineté populaire et l'indivisibilité de la République française. Selon les termes de l'historien François Furet dans Penser la Révolution française, le jacobinisme est à la fois une idéologie et un pouvoir, un système de représentation et un système d'action. Toutefois, il est important de noter que le sens actuel du terme n'a plus la même signification qu'en 1789. En effet, pendant cette période, le jacobinisme était une réaction aux enjeux particuliers de l'époque, sans rapport avec les enjeux contemporains de centralisation. Ainsi, ce terme fait avant tout référence au mouvement caractéristique de la Société des Amis de la Constitution, également connu sous le nom de Club des Jacobins, dont on retrouve une représentation de la réunion à l'écran avec cette estampe exposée au musée Carnavalet. À l'origine dénommé Club breton, en référence au groupe de députés de Bretagne aux États généraux puis à la Constituante pour débattre, le Club des Jacobins tient son nom de l'endroit où avaient lieu ces réunions, à savoir le couvent de la rue Saint-Jacques où il s'est installé dès l'été 1789. Nous voyons ici en détail du plan de Paris par Mathéus Marian montrant le faubourg au-delà de la seconde porte Saint-Honoré. Il est aussi bon de rappeler que sous la Révolution française, on ne parlait pas de jacobinisme, mais de jacobins. Ces derniers formaient à l'origine un club de pensée et non un parti politique qui n'existait pas encore. L'action du club, essentielle dès le début de 1790, devint dominante entre 1792 et 1794. De ce club naît alors un réseau politique qui couvre toute la France. Ainsi, on comptait environ 6000 clubs à la fin de 1793, aussi bien en province qu'à Paris. À travers ce documentaire, nous étudierons la manière dont cette société a évolué dans le temps et comment en est-elle venue à diriger politiquement le pays. Tout d'abord, d'après Michelet, l'histoire du club des Jacobins peut être divisée en 3 périodes. Il y a eu le jacobinisme primitif, parlementaire et nobiliaire de Duporte, Barnave et Lameth, celui qui tua Mirabeau. Il y eut le jacobinisme des journalistes républicains orléanistes, Brissot, Laclos, etc., où Robespierre domina. Et enfin, le jacobinisme de 1793, celui de Couthon, Saint-Just, Dumas, etc. Mais revenons d'abord sur l'origine du club. Formé à Versailles en mai 1789 par les constituants bretons Lanjuinais et Le Chapelier, auxquels se joignent des députés patriotes d'autres provinces et hommes politiques comme le duc d'Aiguillon, Pétion, Mirabeau, l'abbé Grégoire, Robespierre, Sieyès, Barnave ou encore les Lameth, le club breton, venu à Paris avec l'Assemblée constituante, s'installe sous le nom de Société des Amis de la Constitution, au réfectoire du couvent dominicain qui leur est donné par dérision par les royalistes. Au départ, l'objet du club est de préparer les séances à l'Assemblée et d'affermir la Constitution. À cette époque, l'activité parlementaire est sa principale fonction. On compte alors près de 200 adhérents à sa création et plus d'1 millier fin 1789. Ouvert à toute personne payant une cotisation et étant parrainé, le recrutement confère à la société un caractère modéré et fermé, avec la prédominance de l'élite du tiers-état. Rapidement, le club va s'entourer en province de sociétés filiales, au nombre de 152 dès août 1790. Celles-ci forment un réseau national qui sera doté dès octobre d'un journal des sociétés des Amis de la Constitution, fondé par Choderlos de Laclos, qui influe grandement sur l'opinion. Vous pouvez d'ailleurs observer sur l'écran la représentation de ce journal de la Société des Amis de la Constitution monarchique, datant du 15 janvier 1791. Ce jacobinisme dit primitif rassemble d'abord des révolutionnaires modérés du parti patriotique comme Lafayette, Mirabeau, Sieyès et le triumvirat du port Barnave et Lameth. En effet, les membres préconisent au départ une monarchie constitutionnelle libérale mais non démocratique. Jusqu'en décembre 1790, c'est Mirabeau qui exerce la plus grande influence au sein du club. Cette influence est d'ailleurs très bien représentée sur l'estampes qui s'affichent où on peut observer Mirabeau au centre en train de présider. Mais dès le 2 mars 1791, Lameth compromet son influence en l'accusant de collusion avec les aristocrates. C'est dès lors le triumvirat qui domine les Jacobins. Bien qu'ayant des idées modérées au départ, leurs positions ont cependant tendance à se durcir fin 1790, début 1791. Face à une contre-révolution se faisant agressive et à une assemblée constituante aux mesures trop timorées, les Jacobins se veulent plus dynamiques et accueillant les revendications du peuple. Les dissensions internes éclatent lors de la crise qui suit la fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes en juin 1791, dont on peut ici observer la représentation sur un tableau de Jean-Louis Prieur, où l'on observe notamment l'arrestation de la famille royale par le peuple alors qu'ils sont en train de dîner à table.
En effet, des décrets déclarant l'inviolabilité du roi vont le rétablir dans ses fonctions, ce qui va provoquer une scission au sein du club. Ainsi, nombreux sont ceux qui vont s'en détacher, comme Lafayette, Le Chapelier ou Sieyès, sous l'impulsion de Barnave, que l'on peut ainsi associer à l'aile droite des Jacobins. Barnave déserta le 16 juillet 1791, veille de la célèbre fusillade du Champ de Mars, par crainte de l'action directe, pour venir s'installer au couvent des Feuillants et ainsi former un nouveau club, entraînant avec lui la majorité modérée dont la quasi-totalité des députés, sauf 5, dont parmi eux Robespierre, Pétion et Buzot, laissant ainsi libre cours à l'aile gauche du club. Les sociétés affiliées, au nombre de 1000 dès septembre 1791, restent quant à elles fidèles à la société mère. Cependant, cette scission se révèle être un échec politique, aussi bien à Paris qu'en province. On dénombre en effet 442 sociétés jacobines contre 60 feuillantes à l'automne 91. Le 25 septembre de la même année, Barnave, Duport et les frères Lameth furent radiés dans ce contexte. Mais malgré cette victoire, les jacobins n'obtiennent qu'un succès relatif aux élections de septembre à la législative. Leurs candidats sont battus à Paris. On compte 136 députés jacobins contre 260 feuillants dans la nouvelle assemblée, ainsi que 300 autres refusant de choisir. Mais en novembre, c'est le jacobin Pétion, proche ami de Robespierre, qui est élu maire de Paris contre le feuillant Lafayette. Ainsi, après épuration, le club des Jacobins devient le plus démocratique avec Pétion et un Robespierre à l'influence grandissante. Désormais, l'esprit du club est radicalement transformé. De club de discussion, il devient une machine politique au service d'une deuxième révolution dont l'action se dirige contre la constituante. Revenons alors sur les rivalités entre Jacobins et l'Assemblée législative. Dès 1791, le rapport entre le club et l'Assemblée nationale fut modifié. Désormais, le club n'est plus essentiellement destiné à la préparation des débats à l'Assemblée, il prône son autonomie, il devient une autre assemblée à part entière. Les grands débats politiques peuvent aussi bien se tenir au club des Jacobins qu'à l'Assemblée législative, très contesté par l'esprit révolutionnaire de ces derniers. Vous pouvez ainsi retrouver à l'écran une estampe représentant Louis XVI et ses ministres jacobins déclarant la guerre à l'Assemblée législative. Celle-ci était par ailleurs composée d'hommes nouveaux suite au décret voté sur proposition de Robespierre, interdisant aux constituants d'y siéger. Par ailleurs, l'admission du public aux séances dès le 12 octobre 1791 soumet le club à la pression des activistes parisiens et favorise les solutions les plus extrêmes. Tout ceci nous amène à la seconde phase du jacobinisme. Identifié en 1792, le jacobinisme mixte renvoie surtout aux républicains libéraux, c'est-à-dire l'aile gauche de l'Assemblée législative, les monarchistes n'y siégeant plus. En effet, le club fut marqué à l'hiver 1791 jusqu'à 1792 par le débat sur la guerre et le duel entre Brissot et Robespierre qui le scinda en deux, avec d'un côté les Girondins de Brissot qui continuent de défendre le constitutionnalisme monarchique et de l'autre les montagnards de Robespierre qui prônent l'abolition de la monarchie et l'exécution du monarque ainsi que le développement d'une idée d'un suffrage universel par opposition au vote censitaire. Ils affirment également vouloir remettre le peuple au centre de l'échiquier politique. Tout cela va se matérialiser par leur alliance au mouvement populaire parisien des sans-culottes. On parle alors d'une machine politique, le but étant d'instaurer une nouvelle constitution. Girondins et montagnards se déchirent sur des questions concernant la guerre ou le sort du roi et se battent pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Brissot était l'homme de la guerre, mais Robespierre y était hostile. Craignant une dictature militaire, il dénonce l'idéalisme de Brissot en privilégiant de ramener l'entente dans le pays. Bien que soutenu dans sa vision pacifique de la Révolution, notamment par Desmoulins, Danton ou encore Marat, Robespierre ne parvient pas à convaincre et la guerre est déclarée à l'Autriche le 20 avril 1792. Mais malgré la constitution par le roi d'un ministère girondin au printemps 1792, Robespierre reprend l'avantage au club dès le mois de juillet qui marque les premières défaites et la radicalisation de la Révolution. Dans son discours du 29, il orchestre notamment les mots d'ordre spontanés des fédérés, 2000 gardes nationaux de province appelés à Paris pour assister à la fête de la Fédération et des sections parisiennes. Le roi est déchu et une convention nationale est élue au suffrage universel le 21 septembre 1792. C'est par ailleurs le club qui désigne la députation parisienne aux élections à la convention avec Robespierre et Danton. Ainsi, en tant que l'un des principaux bénéficiaires de la journée du 10 août, le club des Jacobins occupe désormais une position dominante en inaugurant la période jacobine de la Révolution française à la chute de la monarchie. Tout ceci nous amène à une nouvelle session au sein du club. En effet, en septembre 1792, comme la Convention, les Girondins condamnent les massacres perpétrés auparavant dans le cadre de la Révolution et quittent le club, laissant la place libre aux montagnards. Les premiers, les Girondins, sont ce que l'on considère alors comme les modérés. Une nouvelle scission a lieu entre ces deux secteurs en 1793 lorsque les Girondins sont chassés du pouvoir et expulsés de la Convention nationale après une révolte menée par les hébertistes, l'aile la plus extrême des montagnards.
Dès lors, la Convention va rédiger une constitution dite montagnarde. Celle-ci sera notamment à l'origine d'un tribunal révolutionnaire destiné à juger les crimes commis contre la République, comme l'illustre très bien cette estampe anonyme où l'on peut notamment retrouver Pierre Brissot, ainsi que 20 autres constitutionnels girondins devant rendre compte au tribunal révolutionnaire. C'est à cette période que Robespierre proclame la légitimité du nouveau gouvernement révolutionnaire. La terreur devient donc le système en vigueur dès septembre 1793 et est justifié par la nécessité de sauver la République, menacée par l'invasion des monarchies européennes et par l'insurrection des secteurs monarchistes. Mais qu'est-ce que la terreur ? Cette appellation fait référence à la période de la Révolution de 1793 à 1794, avec une suspension de la Constitution de l'an 1. La définition précise du terme « terreur » fait référence à une peur extrême, paralysante. Celle-ci est associée ici à une vague de guillotine, un massacre. C'est le début du règne du Comité de sûreté générale et du salut public, également nommé la dictature jacobine. Voici ici une nouvelle représentation, cette fois-ci de Robespierre, guillotinant le bourreau après avoir fait guillotiner tous les Français, ce qui est assez ironique quand on y pense. Cette phase de terreur se découpe en plusieurs parties. La première phase de la terreur débute le 6 septembre 1792 et est marquée par les massacres de septembre. La suite d'exécutions à Paris puis dans le reste de la France. C'est une peur d'un complot aristocratique qui met le feu aux poudres. On parle de plus de 1000 morts à Paris. Celle-ci prend fin avec la victoire française lors de la bataille de Valmy face à l'armée prussienne qui tente de prendre Paris. On peut ici observer une autre estampe anonyme illustrant très bien les massacres ayant eu lieu au Châtelet et à Bicêtre qui sont particulièrement caractéristiques de la terreur que l'on vient de vous décrire. Après cela, dès avril 1794, on parle de la Grande Terreur. La répression devient plus accentuée, la phase d'interrogatoire et la défense des accusés ne laissent plus que deux solutions pour la condamnation, l'acquittement ou la mort. C'est l'excès de la terreur. On dénombre alors entre 100 000 et 300 000 arrestations et près de 40 000 morts. Sous Robespierre, le club est désormais l'organe directeur de la montagne qui y prépare les séances de la Convention, comme on peut ici l'observer sur cette estampe d'une grande séance aux Jacobins datant de janvier 1792. Robespierre en est donc le prophète et le maître. Au moment où la France est menacée de toutes parts, les Jacobins unissent la moyenne et la petite bourgeoisie, les sans-culottes, ainsi que la bourgeoisie et la paysannerie révolutionnaire. Dans le domaine social, ils poussent notamment le gouvernement révolutionnaire à intervenir sur les salaires, sur les prix, sur la distribution des biens nationaux et contre la concentration des terres entre les mains de quelques-uns. Mais l'apparition des contradictions politiques et surtout sociales entre la bourgeoisie jacobine et les sans-culottes conduira indubitablement au 9 Thermidor, également connu comme la date du 27 juillet 1794, et donc à la fermeture du club. Une fermeture du club qui se veut progressive, qui commence déjà par la chute des députés girondins précipités par les Jacobins le 2 juin 1793. En effet, on peut observer ici une œuvre de Karl Theodor van Piloty représentant les derniers moments des Girondins, le 31 octobre 1793. Le club devient l'âme révolutionnaire du gouvernement de la Terreur. Alors qu'ils sont à leur apogée avec 5000 filiales sur tout le territoire, le groupe s'essouffle avec l'arrestation de leur meneur, Robespierre. Celui-ci se fait alors guillotiner le 27 juillet 1794, une action menée par un groupe de députés modérés, les Thermidoriens. On retrouve ici une nouvelle estampe anonyme représentant l'exécution de Robespierre et de ses complices conspirateurs dont on estime qu'ils ont été trop loin. Cette dernière symbolise la liberté et l'égalité et loue la Convention nationale qui, par son énergie et sa surveillance, a délivré la République de ses tyrans. La Convention déclare la société jacobine illégale, sa fermeture est ordonnée. Comme on peut ici l'observer sur cette dernière estampe qui dépeint la clôture de la salle des Jacobins dans la nuit du 27 au 28 juillet 1794. Toutefois, quelques survivants du mouvement tentent de lui donner un nouveau souffle, mais il disparaît définitivement avec l'arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir. Ce grand mouvement révolutionnaire que fut le jacobinisme est, d'après Clémenceau, partie intégrante de la révolution qu'il considère comme un bloc. Il fait donc partie de l'héritage révolutionnaire. Pour conclure sur le sujet de la sociabilité jacobine, nous avons vu que le statut des Jacobins n'a cessé d'évoluer tout au long de cette période historique que l'on appelle la Révolution française. Passant d'un parti révolutionnaire à un gouvernement, la place de chacun et les relations entre les différents membres n'ont fait qu'évoluer. Entre conflits, complots et accords, les relations au sein du club, mais aussi avec les personnes externes, sont marquées de complexité. L'âme de ce groupe a profondément marqué la Révolution, la manière de penser, la politique et la manière de faire la politique, de telle sorte qu'encore aujourd'hui, les termes de jacobinisme et de jacobin sont toujours employés. Nous vous remercions de nous avoir écoutés tout au long de cette vidéo sur la sociabilité jacobine durant la Révolution française. C'était Morgane Maes et Cécilia Eman. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour plus de sources et en apprendre davantage sur ce sujet plein de complexité et plein d'informations. Bonne journée!